Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour mes chers abonnés. Eh bien, écoutez, c'est la revue de presse numéro 495 du mardi 23 avril 2025. Alors, toute cette semaine, je vais vous présenter des reportages que j'ai faits il y a déjà, je dis bien déjà, enfin oui, même, oui, il y a 50 ans. 50 ans, j'étais envoyé spécial au Vietnam et je couvrais pour l'agence Sigma avec un ami, François Darken, la chute de Saigon. Donc, toute cette semaine, je vous partagerai des reportages que j'ai faits là-bas. Et puis, figurez-vous que j'y suis retourné il y a même pas un an, et je vais également vous partager des témoignages que j'ai recueillis au Vietnam. Et vous verrez ce qu'est devenu le Vietnam et ce qu'il est maintenant. Bon, revenons à la revue de presse. Donc, la revue de presse et M. Zelensky qui refuse encore toute tracation avec la Russie si la Russie ne lui recède pas la Crimée, figurez-vous, quand même. Bon, eh bien voilà, bonne revue de presse. Au revoir. Les États-Unis ne font pas le droit international. Ils ne sont pas la source du droit. Donc si les États-Unis de Trump veulent reconnaître la Crimée comme territoire russe, ce qui est une abomination au sens religieux du terme, ce qui est une trahison, etc. Donc on va arrêter les qualificatifs. C'est que eux, quoi. Je veux dire, le Venezuela l'a fait, le Bélarus l'a fait, la Chine ne l'a pas fait. Donc Trump se met dans le même sac que Maduro et Loukachenko. Voilà. Donc les Américains, s'ils veulent reconnaître la Crimée, c'est scandaleux, mais ça ne veut pas dire que c'est reconnu. Aujourd'hui, on a 40 terminaux de GNL, puisque 30% de la consommation européenne est fournie par des bateaux qui arrivent dans les 40 terminaux GNL. Il y en a une dizaine d'autres en construction, etc. Avec les missiles hypersoniques russes, classiques, ils sont capables de les détruire. Donc déjà, de nous supprimer 30% de l'Europe là-dessus. Il a dit également, nos industries d'armement ne sont pas enterrées. Et elles sont très concentrées. Donc avec aussi quelques missiles hypersoniques, ils nous désarment. Donc on n'a pas besoin d'armes nucléaires pour ça. C'est un commodore anglais qui l'a dit. Donc si vous voulez, c'est pas moi. Donc il dit aujourd'hui, on n'est pas capable d'intercepter les missiles hypersoniques russes qui vont à Mach plus 10. Et eux, d'une façon purement classique, ils sont capables de nous désarmer avant même de commencer la guerre. On n'est même pas capable de résister à une menace classique uniquement de missiles, sans aucune troupe qui ne dépasse la frontière russe. Alors à quoi sert cette escalade verbale Mais cette escalade verbale, si vous voulez, c'est l'escalade verbale des impuissants. The discussions that Mr. Witkoff has had in Moscow seem to have been fruitful. We're hearing from the American side, I think, some realistic assessments on some of the key issues, notably that NATO will not enlarge to Ukraine, that Ukraine will be a neutral country. This has always been, in my view, at the core of this conflict. And I think we're also hearing some realism on territorial and security issues. But one thing that I am pretty much convinced of is that Trump will not go back to Congress for more appropriations to fund Ukraine's war or its military or whatever one wants to call it. To my view, and I've always believed this, that if the United States stops its funding, Ukraine will have to come to the negotiating table. I think what Donald Trump is doing and what he's likely to do, which is no more funding for armaments or for
funding the Ukrainian war effort means that we are coming quite close to a peace agreement. Within Europe, there continue to be warmongers, continue to be a lot of governments saying, we will fight on, we will back Ukraine, we don't accept the U.S. approach. This is both unrealistic and very unwise. Europe does not have the means to back Ukraine. More importantly, Europe is European leaders who say that the war could continue really are not serving their people and they're not. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки войск сил продолжают активные действия по выполнению задач специальной военной операции. Сейчас все 6 группировок войск ведут наступательные действия на 11 направлениях. При этом группировка войск «Север» ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины. Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена. Это 1260 километров квадратных, 99,5%. Осталось 2 участка, где идут боевые действия. Это район населенных пунктов Олешня и Егорналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной. Вчера подразделения 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освобождена Олешня, и в настоящее время завершается зачистка лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков до 3 квадратных километров, небольшой. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря, и штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника на Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 квадратных километра. Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержании, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс также ответных мер по противодействию беспилотникам противника. Потерпев неудачу в Курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены, и в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. D'après vous, comment vous voyez à aujourd'hui, en avril 2025, 3 ans après le début du conflit, ce scénario? Ben, écoutez, ça va être le scénario coréen. Pour moi, c'était un scénario où effectivement la partie occidentale ne voulait pas la paix. Là maintenant, avec Trump, on sait très bien qu'il veut la paix. Donc, il est bien certain que c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce que c'est que le scénario coréen? C'est en fait un armistice qui est signé, mais la paix qui n'est pas reconnue ni par la Corée du Nord, ni par la Corée du Sud, mais qui en fait existe depuis 72 ans ou 13 ans, parce que les Américains ne veulent pas de guerre sur la péninsule coréenne, et les Chinois non plus. Donc à partir de ce moment-là, le Parlement de Panmunjom n'a pas reconnu l'armistice. Donc si vous voulez, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont en guerre, ils sont toujours en guerre dans le truc. Donc il y a une stabilisation avec une zone démilitarisée. Donc le scénario coréen, c'était cela, parce qu'à l'époque, avec Biden, les néoconservateurs, etc., pour l'Occident, il n'était pas question de favoriser, et tout le monde disait on va aider l'Ukraine jusqu'à la reprise de tous les territoires annexés par la Russie. Voilà, donc à ce moment-là, pour moi, c'était l'épuisement à la fois occidental, qui n'arrivait pas à alimenter la guerre, qui avait, notamment pour les États-Unis, d'autres objectifs dans le Pacifique, et les amiraux et généraux américains qui disaient attention,
l'amiral Cold, qui était le patron des forces maritimes, a dit dès 2023, si ça continue comme ça, on ne me livre pas mes missiles dont j'ai besoin et je ne pourrai pas soutenir un combat classique face à la marine chinoise. Vous voyez, donc il y avait... The Economist avait publié en septembre ou octobre de 2023 un article qui était « We are out of weapons ». Nous n'avons plus d'armes. Donc, et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs du camp occidental qui parle d'économie de guerre, mais qui n'a jamais fait une économie de guerre. C'est-à-dire qui a augmenté un petit peu les capacités de production d'armes et de munitions, mais d'une façon qui est bien inférieure à ce qui existait en Fédération de Russie au début de la guerre. Est-ce que vous espérez un sommet USA-Union européenne à Rome, déjà peut-être samedi après les funérailles? Mais les funérailles seront les funérailles. Moi, je pense qu'il y aura cette réunion pas samedi. Ce ne sera pas facile d'organiser samedi une rencontre à cause des funérailles. Il y aura 200 délégations, ce ne sera pas simple. Donc voilà, je pense que les funérailles seront très importants. Il faut respecter le deuil de tous les chrétiens. Et donc, je pense qu'il faudra organiser cette réunion plus en avant. Vous voulez dire plus tard, est-ce qu'à ce moment-là, il est possible que M. Trump revienne et que Mme von der Leyen soit aussi invitée avec lui à Rome? Mais Trump a accepté l'invitation de Mme Meloni pour être à Rome. Donc, il faut organiser une réunion États-Unis et Europe. Et voilà, il faut discuter, il faut préparer avec les Américains ce sommet. Mais nous sommes fortement engagés pour essayer de renforcer ce lien transatlantique entre l'Europe et Washington. Est-ce que d'ores et déjà vous invitez Mme von der Leyen? Mais Meloni est en contact toujours avec Mme von der Leyen, donc il faudra parler avec Trump, avec elle, pour essayer d'organiser un événement important à Rome pour renforcer le dialogue entre Trump et les Européens. Moi, je me rappelle, quand j'étais président du Parlement, un sommet Trump, président des États-Unis, avec moi, Juncker et Tusk. Donc, ce n'est pas la première fois que Trump rencontre les institutions européennes. Est-ce que vous espérez à Rome un sommet même plus large, c'est-à-dire évidemment Mme Meloni et vous, le président Trump, Mme von der Leyen et Emmanuel Macron? Est-ce que le président français peut se joindre à Rome? Mais seront les deux, Meloni et Trump, organiser cette rencontre, mais on est au début du travail, donc on verra qui seront ceux qui participeront en nom de l'Europe à ces sommets. Aujourd'hui, les États-Unis sont capables de produire à peu près la moitié des obus que produisait la Russie en 2022. Voilà, et ils ont d'autres soucis. Ils ont Israël, ils ont dû fournir des munitions à Israël, ils ont détourné de l'aide qui était prévue à l'Ukraine avec l'affaire de Gaza, ils ont la Chine, etc. Donc pour moi, ce scénario coréen, c'était un scénario qui était lié au fait, c'est pas qu'on voulait la paix du côté occidental, mais qu'on n'était plus en mesure de soutenir la guerre et que l'on avait constaté que les sanctions vis-à-vis de la Russie ne la mettaient pas à genoux, comme avait dit notre ministre Le Maire, mais qu'au contraire, comme a dit d'ailleurs le patron des investissements russes qui est allé à Washington, les sanctions ont été favorables à l'économie russe. En effet, Kirill Dmitriev s'est rendu tout récemment à Washington. Voilà, et donc, si vous voulez, voilà mon scénario. Maintenant, à partir du moment où Trump a une vision totalement différente. Alors, pourquoi Trump a une vision différente? Parce qu'il estime qu'il y a deux menaces essentielles trois menaces en fait, essentielles pour les États-Unis. Il y a la Chine, menace politique, communisme toujours, militaire, une puissance militaire que certains experts américains estiment supérieure à la puissance américaine, économique, technologique
Et ça, il y a plusieurs articles qui sont sortis en disant, par exemple, les Chinois sont capables de faire des missiles hypersoniques et nous, on n'est pas encore capable de les faire, etc. et technologiques. Donc, pour eux, c'est la menace principale. La deuxième menace, c'est l'islam radical. Tous les gens qui entourent Trump ont été déployés, que ce soit Tulsi Gabbard, qui est maintenant la patronne du DNI, donc de l'intelligence intérieure, ou Pete Esberg, qui est le patron de la défense, ont été déployés en Afghanistan et en Irak, et ils ont vu ce que c'était se battre contre des islamistes. Et donc ils estiment que l'islam radical et le traumatisme américain du 9/11, des Twin Towers, fait que les États-Unis sont très sensibilisés à ça, et à partir du moment où les leaders sont sensibilisés à ça, ils disent c'est notre priorité. Et troisième menace, c'est les BRICS. L'issue de la guerre en Ukraine se joue aussi dans l'espace. Le réseau américain de satellites Starlink est incontournable car il assure actuellement la connectivité des forces ukrainiennes sur le terrain. Mais le caractère imprévisible de son propriétaire, le milliardaire Elon Musk, inquiète Kiev et l'Union européenne. Les 27 peuvent cependant proposer des alternatives. Nous avons clairement les moyens de remplacer Starlink. Évidemment, le mieux, c'est que Starlink reste, parce que le temps de remplacer le signal, il faudra un peu de temps, et l'armée ukrainienne n'en a pas beaucoup. Mais il est clair que si aujourd'hui Starlink décide de couper le signal, nous avons des possibilités avec notamment GovSatcom, qui est le réseau européen que nous avons mis en service et qui va permettre dès le mois de juin en fait, de pouvoir suppléer en Ukraine, s'il le faut, le signal manquant de Starlink. GovSatcom, c'est la mise à disposition de capacités spatiales déjà existantes. Le système a pour but de fournir des réseaux fiables, sécurisés pour les autorités publiques européennes. Toutefois, certaines voix jugent que le dispositif n'est pas adapté aux nécessités du champ de bataille ukrainien. L'autre solution est de s'appuyer sur l'entreprise Eutelsat. La société franco-britannique peut fournir des services de qualité équivalents à Starlink, mais avec une force de frappe plus limitée en nombre que sa concurrente américaine. So Eutelsat operates a constellation OneWeb, which I believe has about 600 satellites. Starlink, we're talking more than 7,000. So there is a degree of coverage that's different simply by the scale of the systems that they operate. The terminals that Eutelsat has are also of a different size than the one that Starlink provides. Aside from that, there's different technologies at play. Une dernière option existe à travers le projet européen Iris au carré. Cette constellation de 290 satellites fournira des services de connectivité sécurisés à l'Union européenne et à ses États membres, mais le dispositif ne sera pleinement opérationnel qu'à partir de 2030. Que doivent réellement faire les États-Unis pour s'adapter de l'ordre unipolaire à l'ordre multipolaire? Eh bien, je pense que le sénateur Rubio avait tout à fait raison. Et je pense que c'est vraiment un tournant dans l'histoire diplomatique américaine qu'un responsable de niveau ministériel ait clairement exprimé ce que beaucoup de gens ont longtemps reconnu, mais que le gouvernement américain n'a jamais vraiment reconnu, que l'ère de l'unipolarité qui a commencé après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide est maintenant terminée. Et nous sommes dans une répartition fondamentalement différente du pouvoir dans le monde, une dans laquelle les États-Unis restent, à bien des égards, la nation la plus capable et la plus puissante du monde, mais qui compte un certain nombre de rivaux pairs et quasi-pairs. Et une grande implication de cela, bien sûr, est que les États-Unis ne peuvent pas simplement contraindre leur chemin pour faire avancer leur agenda dans le monde. Nous allons en fait devoir revenir à ce qui, pendant de nombreux siècles, était une approche normale des relations internationales, une approche dans laquelle nous devons équilibrer le pouvoir et comprendre le rôle de la diplomatie. Cela signifie que là où les intérêts nationaux entrent en conflit, en particulier entre les grandes puissances qui possèdent des armes nucléaires, nous devrons trouver un moyen d'équilibrer le pouvoir et les intérêts afin de ne pas entrer en conflit militaire direct avec ces grandes puissances.
Volodymyr Zelensky a réitéré sa proposition de discuter d'un cessez-le-feu avec Vladimir Poutine contre les infrastructures civiles. Le président ukrainien souhaite une trêve de 30 jours pour amorcer les pourparlers. Si les Russes sont prêts pour un cessez-le-feu complet, alors après ce cessez-le-feu, après avoir clairement déterminé sa durée, nous sommes prêts à engager des négociations sous n'importe quel format avec eux. La veille, et pour la première fois depuis le début de la guerre, le président russe a proposé de négocier directement avec l'Ukraine. Vladimir Poutine a informé qu'il était prêt à discuter avec Volodymyr Zelensky d'un cessez-le-feu sur les infrastructures civiles. Nous voyons maintenant que le régime de Kiev essaie de reprendre l'initiative et de parler d'un élargissement du cadre en termes de durée et de type de cible. Eh bien, nous allons y réfléchir et évaluer tout cela soigneusement. Les dernières discussions directes entre des représentants russes et ukrainiens remontent au printemps 2022, au début de l'invasion déclenchée par le Kremlin, et se sont soldées par un échec. Mais pour obtenir la fin de la guerre, la Russie demande à conserver les 5 régions ukrainiennes qu'elle occupe déjà, interdit à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN et demande le démantèlement de l'armée ukrainienne. Pendant que les négociations piétinent, sur le terrain, l'armée russe continue à avancer. Selon le Kremlin, Moscou aurait désormais envahi 20% de l'Ukraine et récupéré la plus grande partie de l'oblast de Koursk. Au niveau du front, donc maintenant il reste à peine 1% du territoire de l'oblast de Koursk aux mains des Ukrainiens, et en plus de ça, maintenant c'est vraiment c'est du territoire vierge, hein, il n'y a même pas comment dire, d'habitation, de village ou ce genre de choses. Il n'y a même pas des centaines de millions de Chinois qui n'existent pas, Sylvain? Ah oui, mais alors, non, alors on a dit on est sérieux. Nous finirons sur Tonton Michel. On terminera dessus. Non, je vais rester sérieux parce que là, sinon ça va partir en cacahuète tout de suite. Non, parce que celle-là, tu as raison, il faudra qu'on en parle, mais après. Donc, l'oblast de Koursk est reconquis à 99%. Les Russes maintenant donc poussent en direction de Soumy. C'est pour ça qu'ils ont mené des frappes sur des cibles d'importance là-bas. Encore d'ailleurs, pas ce week-end, mais jeudi dernier et vendredi matin, on a eu des images de frappes qui ont été menées sur des camions qui transportaient vraisemblablement pas mal de munitions, parce qu'il y a eu des sous-explosions. Une fois qu'il y a un camion qui a été touché, il y en a d'autres qui se sont mis à flamber. Enfin bref, ça a été un joli feu d'artifice. Ensuite, la petite incursion ukrainienne à Belgorod a fait bien sûr long feu depuis un moment, mais les derniers petits combats ont encore eu lieu. D'ailleurs, pendant la trêve, là, ça a été un des points d'achoppement entre les deux pays. Et puis partout ailleurs, l'armée russe continue de progresser. Alors parfois, elle subit comme à Pokrovsk des contre-attaques violentes des Ukrainiens qui se laissent pas faire. Mais du coup, dans d'autres secteurs, on voit notamment dans tout ce qui est la zone Kupiansk, Svatovo, Kremena, que là, les têtes de pont russes continuent de s'agrandir, avec, comme le prédisent certains, une offensive printanière qui va pas tarder, parce que là, les conditions seront réunies. On a vu à Toretsk que les Russes reprendre l'initiative et reprendre du terrain, et pas simplement dans la ville, mais dans sa périphérie, pour consolider leur position. Et on a vu aussi, parce que ça, depuis qu'on ne s'est pas parlé, ça fait l'objet aussi de surveillance, tout le secteur à l'est de Zaporijia, qui là aussi, de la ville et du fleuve, du Dniepr, on voit là aussi le front qui s'est bien animé, et les Russes qui ont conquis du no man's land, en fait. Ils sont arrivés à border maintenant les premières lignes ukrainiennes en prenant des positions d'intérêt. Certains voient encore dans ce secteur le secteur d'une future offensive. Bon, moi, j'y crois pas trop, parce que derrière, il y a 2 lignes de fortification très denses de l'armée ukrainienne. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que, selon certains observateurs aussi, l'armée ukrainienne n'a quasiment plus d'artillerie. Elle est obligée de se concentrer que sur les drones. Alors, elle en a bien sûr beaucoup sous la main, mais il y a quasiment plus d'artillerie. On a eu de cesse ces dernières semaines de voir le nombre de tubes qui étaient détruits par les Russes. Et puis, on le sait, il y a l'usure des tubes qui restent, qui ne peuvent pas être remplacés. Nos Césars, etc., ou ceux des canons allemands Panzerhaubitze 2000, ou des tubes américains, etc. Donc, on serait arrivé
je dis bien on serait arrivé selon certains observateurs aussi, au bout de l'artillerie ukrainienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il leur resterait au maximum 6 canons par brigade, hein, c'est-à-dire à peine une batterie dans le meilleur des cas pour appuyer leurs opérations, et tout le reste, c'est les drones qui le gèrent. Alors heureusement, pour eux, ils en ont encore, mais c'est la dernière chose qui leur reste. Il faut faire la paix avec la Russie. Et pour Trump et pour Vance en particulier, les 4 oblasts que la Russie a annexés, d'ailleurs sont des oblasts russes, donc que ça leur coûte rien, mais le bargain qu'il y a aujourd'hui avec la Russie ne touche pas l'Ukraine uniquement. Le problème de la perte des 4 oblasts et de la Géorgie, c'est réglé dans la tête des gens qui entourent Trump. Mais simplement, il veut discuter avec Poutine tout le problème de ses liens avec la Chine, tout le problème de l'exploitation de l'Arctique, tout le problème des liens avec l'Iran, tout le problème de la monnaie commune que veut faire avec les BRICS. Donc on voit très bien qu'il y a plein, dans la négociation actuelle, l'Ukraine et ce qui se passe et la guerre n'est qu'un élément. Et c'est pour ça que ça dure. Cette semaine, ou sans moi, voilà comment résumer les dernières prises de parole de Donald Trump sur la question ukrainienne. Interrogé lors d'une conférence de presse, le président américain, qui avait promis la paix en 24 heures pendant la campagne présidentielle, a assuré qu'un accord interviendrait cette semaine entre Kiev et Moscou. Une annonce bien optimiste que le Kremlin a déjà bien nuancée ce mardi en mettant en garde contre toute précipitation, ajoutant qu'au vu de la complexité du sujet, il ne valait mieux pas fixer de délai trop serré. Les signaux d'impatience de Donald Trump se multiplient donc, trahissant sa volonté de se débarrasser de ce conflit coûteux suscité par ses prédécesseurs néoconservateurs. Nous sommes venus ici hier pour commencer à discuter des grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à une guerre, pour essayer de déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, pas de quelques semaines, s'il est possible ou non de mettre fin à cette guerre. Si c'est le cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette fin et faire en sorte qu'elle se produise, qu'elle se termine de manière durable et juste. Si ce n'est pas possible, si nous nous sommes si éloignés l'un de l'autre que cela ne se produira pas, alors je pense que le président est probablement arrivé à un point où il dira « Eh bien, nous en avons terminé. Nous ferons ce que nous pourrons à la marge. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix, mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Sinon, nous devrons nous concentrer sur d'autres priorités. Il n'en reste pas moins que la position dominante de la Russie sur le terrain militaire place automatiquement les horloges à Moscou. De son côté, Vladimir Poutine a fait des déclarations qui n'excluaient pas un dialogue direct avec l'Ukraine pour évoquer les conditions d'hypothétiques cessez-le-feu. Une nouvelle façon de s'imposer, laissant entendre qu'il était bel et bien le seul décisionnaire des négociations de paix et que Washington faisait finalement figure de partenaire facultatif. On est donc bien loin du business prolifique que Donald Trump imagine déjà reprendre. La paix est loin d'être scellée. Pour autant, peu de chances que les causes de cette dernière avancent mercredi depuis Londres, une semaine après les entrevues parisiennes entre les délégations américaines, ukrainiennes, françaises et britanniques. Pour préparer le terrain anti-russe, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a profité de la matinale de ce mardi de la radio d'État, France Info, pour considérer que la trêve de Pâques décrétée par la Russie était, je cite, « une opération marketing de Moscou », ajoutant au passage qu'il s'agissait avant tout de faire patienter Donald Trump, autrement dit, duper le président américain. L'occasion de voir que le proverbe hérité de Jörg von Frundsberg, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur, ne s'applique pas toujours. Rappelons que la réunion de la semaine dernière, organisée à Paris, avait été l'occasion d'un camouflet pour la fameuse coalition des volontaires agitée par Emmanuel Macron. C'est ce que nous disait d'ailleurs le président des Patriotes, Florian Philippot, la semaine dernière. Koch et Rubio se sont quand même bien payé la tête de Macron et Barrot, parce qu'au même moment, pendant la réunion au Quai d'Orsay ce jeudi, il y avait un vote à l'Assemblée générale de l'ONU, une résolution anti-russe présentée par le Luxembourg et la Lituanie, l'axe luxembourgo-lituanien, soutenu par la France et toute l'Union européenne, et qui est condamné la Russie. Et les États-Unis ont voté contre au moment où Witkoff et Rubio étaient dans le bureau de Macron et Barrot.
Et la France a voté pour. La France a bien sûr voté pour, toute l'Union européenne a voté pour. Donc c'est quand même un signal. Et les États-Unis, avec la Russie, ont voté contre. Donc c'est quand même un signal, c'est-à-dire tu causes toujours, tu m'intéresses pas. La réunion londonienne ne devrait pas être plus efficace. Tout porte à croire que les conférences de presse à la fin des rencontres feront la part belle aux satisfaits sans raison et aux gros chèques sortis des planches à billets qui grèvent les économies des Européens. Rien de nouveau. On dit beaucoup que les Russes nous menacent, mais on n'a rien fait sur le plan industriel. Combien de temps il nous faut pour ça? Mais on n'a rien fait depuis 2022. Ce qui est quand même énorme, ce sont des moulins à parole, nos dirigeants. Ce qui est donné à nos armées depuis 2022 était programmé depuis 2019. Il n'y a pas eu un sou de plus. Au contraire, on a enlevé du matériel à nos armées, notamment les canons César, les munitions, pour les donner à l'Ukraine. Donc nos armées, aujourd'hui, la loi de programmation militaire qui a été décidée, il n'a pas rajouté un centime. Si vous voulez, depuis 3 ans, mais non seulement il a prélevé du matériel, il a prélevé des Mirages qui étaient, on a dû dissoudre un escadron qui était d'interception et de défense aérienne, on n'a plus d'artillerie, si on peut dire, donc si vous voulez, on n'est pas capable. Alors, on a déjà une armée très réduite. Les Britanniques n'en ont pratiquement plus. Ils ont des forces spéciales, parce qu'ils ont fait des choix, la marine, l'aviation et les forces spéciales, mais comme eux, ils ont le British Channel, comme ils disent, la Manche entre l'Europe, ils ont réduit leur armée au truc. Mais nous, on a 2 divisions. On a 2 divisions qui ne sont même pas de vraies divisions blindées, puisque on a dans l'une division, c'est la brigade parachutiste, et dans l'autre, c'est la brigade des chasseurs alpins. Donc, si vous voulez, ce sont des gens qui n'ont pas de matériel lourd. Les Ukrainiens, forcés qu'ils sont désormais par l'attitude de Washington, souhaiteraient que ça continue, parce qu'ils sont vraiment au bout du bout. On a assisté à une scène aussi en fin de semaine dernière, assez hallucinante, du lynchage d'un soldat ukrainien en pleine rue, alors je ne sais plus si c'était à Kiev, par la population, par les jeunes du quartier. Je dis, on est à Marseille, quartier nord. Non, on est à Kiev, quartier sud. Le type s'est fait lyncher par des ados de 16 à 18 ans, alors qu'il était en uniforme. Parce que les types ne veulent absolument pas aller au front, et l'image des militaires ukrainiens à l'arrière devient absolument ingérable. On a vu cette vidéo sur Telegram, je ne sais pas si tu l'as vu, d'un recruteur qui est au volant de sa voiture, qui a mis sa webcam vers l'avant. Il arrive à un passage clouté où passe une petite fille de 8 ans à peu près avec sa mère ou sa grand-mère, et la petite fille le regarde et lui fait un doigt d'honneur. Enfin, voilà où on est, une partie de la population ukrainienne à l'égard de son armée, de ses forces constabulaires, qui viennent sans arrêt réclamer le sacrifice de tel ou tel fils, de tel ou tel père. Donc ça ne peut plus tenir longtemps. Donc c'est pour ça que les Russes leur disent, bon, maintenant on passe à la négo et on signe, parce que de toute façon vous êtes au bout du rouleau, arrêtez, ça ne sert à rien. Alors on n'est pas prêt logistiquement, on n'est pas prêt militairement, et on n'est pas prêt, si on peut dire, opérationnellement, parce que la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui a changé complètement la nature de la guerre. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on s'entraînait pour faire la guerre contre les divisions soviétiques quand j'ai commandé mon régiment en Allemagne, et la guerre que l'on a aujourd'hui, qui est une guerre essentiellement électronique, où on voit tout sur le terrain, de drones, etc., et dans lequel les chars, l'artillerie font beaucoup plus de l'appui artillerie, etc., et ceux qui nettoient le terrain sont des toutes petites unités, sont toutes petites unités très mobiles à cause des drones, qui peuvent aller tuer les gens individuellement. Donc on est dans une guerre que l'on ne prépare pas encore chez nous, même si on a eu des forces spéciales qui ont fait des études et qui ont dit voilà comment il faut qu'on se prépare. Pourquoi ? Parce que la planification militaire, c'est quelque chose qui est comme un bateau, qui a une inertie. Parce que comment ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'à un moment, on décide qu'il y a un type de menace, il faut que s'équiper face à cette menace. Et donc on ouvre des autorisations de programme. Donc aux industriels, on leur dit, on va vous acheter dans les 2-3 ans
tant de chars, tant de telle nature, tant d'avions de telle nature. Et ensuite, chaque année, on met des crédits de paiement qui sont prévus. Mais une fois que vous avez ouvert les autorisations de programme pour tel matériel, vous ne pouvez pas les modifier parce que les industriels ont investi sur leur chaîne de production, ont investi les matières premières, ont investi tout ça. Donc vous êtes obligé de faire. Donc 3 ans n'est pas suffisant. Donc on va refaire probablement une loi de programmation, on va prendre en compte les retours d'expérience de l'Ukraine, mais pour aujourd'hui, on ne les a pas pris en compte. Un drone russe dans le ciel de Kharkiv, l'un des nombreux à avoir frappé l'Ukraine dans la journée de mardi. Un drone Shahed a explosé sur la route. La voiture blanche roulait juste devant moi, puis le drone a plongé. Dieu merci, je ne suis pas blessé. Malgré les dégâts impressionnants, la frappe n'a blessé qu'une dizaine de personnes. Il y a eu une détonation et le balcon a été complètement emporté par le souffle. L'appartement a été entièrement détruit. Je suis toute seule maintenant. Qui va m'aider? Frappe de drone aussi dans la ville de Kherson, cette fois sur un hôpital. Il y a eu une très forte explosion, les portes ont été soufflées, la salle des maladies infectieuses du service d'admission a été détruite. Un peu plus tôt, c'est la ville d'Odessa qui a été frappée. Un immeuble résidentiel et d'autres infrastructures ont été endommagées, selon le maire de la ville. Bah, la Russie, au départ, en 2022, la Russie a revendiqué aucun territoire. C'est ça qu'il faut bien prendre en compte. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2022, les Russes, ils disent toujours le Donbass, c'est l'Ukraine, mais il faut en respecter les particularismes. Et il faut éventuellement leur donner un statut qui pourrait ressembler, alors je ne dis pas égal, hein, que les gens ne se méprennent pas, mais qui pourrait ressembler à celui que nous avons donné à la Corse il y a quelques années au sein de la République française. Voilà, avec un respect d'une autonomie, des particularismes régionaux et qu'on arrête de maltraiter les gens là-bas parce qu'ils sont russophones. Donc voilà ce que demandait la Russie. Maintenant, les autres ayant fait monter les enchères, à la fin 2022, les Russes ont dit, bon ben voilà, nous là, les 4 oblasts, on les annexe intégralement. Donc aujourd'hui, l'oblast de Lugansk, qui doit rester à peine 1% à récupérer, il reste à peu près 20 et 30% pour Zaporizhzhia et Kherson. Et puis, il reste pas loin de 40% encore, je pense, peut-être un peu moins, 35% à récupérer à Donetsk, parce que c'est là qu'il y avait les fortifications les plus importantes sur lesquelles les Russes ont préféré prendre leur temps et concasser l'armée ukrainienne plutôt que de s'infliger à eux-mêmes des pertes catastrophiques. Donc, voilà où on en est à peu près aujourd'hui. Maintenant, l'effet d'usure et d'attrition que les Russes ont voulu mettre en place, eh bien, il a porté ses fruits parce qu'on voit bien, hein, quand on nous dit ben non, il n'y a pas beaucoup de pertes en Ukraine. D'accord, mais alors pourquoi vous recrutez autant de monde? Pourquoi vous allez faire la presse comme Frédéric II dans les villes auprès de votre population si vous manquez pas de monde? Il ne devrait pas y avoir ça. Hein, pourquoi vous interdisez qu'on filme les cimetières militaires? C'est qu'il y a un problème. Hein, vous cachez quelque chose. Donc, ça veut dire que les pertes sont au niveau probablement de ce qu'on annonce depuis des mois, c'est-à-dire que là, maintenant, on a au minimum 600 000 morts dans l'armée ukrainienne et plus de 400 000 blessés maintenant, et que, à part continuer d'user le potentiel démographique de ce pays, et les Russes s'en foutent, parce que les Russes, François Martin rappelait ça il y a 2 ans, les Russes, ils ont adopté l'attitude de Franco en 1936, à la fin de l'année 1936 en Espagne. Franco, on lui a dit, mais là, vous avez une opportunité, prendre Madrid, en finir et tout. Franco, il s'est rendu compte que ça pouvait coûter très cher à l'armée nationaliste et putschiste. Il a dit, moi, je vais faire une guerre d'attrition parce qu'au moins, quand ce sera fini, dans le camp d'en face, il n'y aura plus personne pour me casser les pieds. Donc, après, on me dit, si vous dites ça, vous êtes pro-russe. Non, moi, simplement, je ne suis pas du tout pro-russe. Je dis simplement que nos dirigeants parlent beaucoup, mais si vous voulez, qu'ils ne sont pas en mesure de mettre leurs actes en rapport avec leurs paroles. Voilà, c'est tout. Et ce que je demande, c'est de la cohérence. Et donc, à part les drones, bah, les Ukrainiens n'ont quasiment plus rien pour se battre. Voilà où nous en sommes. Et c'est pour ça que les Américains leur disent, si vous ne faites pas la paix négocier là, va y avoir cet effet d'aubaine militaire qui va permettre à la Russie d'arriver qui à Odessa, qui à Dniepopetrovsk, alors que c'est pas du tout ce qu'ils a. Alors Odessa, c'est une autre question. Mais je veux dire, par exemple, que les Russes arrivent à Dniepopetrovsk, que ça n'a jamais fait partie, semble-t-il, de leurs objectifs.
Mais maintenant, si devant eux c'est le vide, ils vont pas s'arrêter parce que de toute façon, ils savent bien que sans solution définitive politique, donc issue d'une victoire militaire incontestable, ils n'obtiendront rien de ces gens-là. Voilà, puisque malheureusement, la France, l'Angleterre, la Bochie font n'importe quoi aujourd'hui pour essayer de leur dire continuez la guerre. Si vous voulez, la France a, jusqu'à Sarkozy, conservé une ligne, si on peut dire, gaulliste. C'est-à-dire que la France doit avoir une parole indépendante. Elle a d'ailleurs le moyen de le faire puisqu'elle a une dissuasion nucléaire. Et la France est à la fois une puissance maritime, on a 5000 km de côte, 12 millions et demi de kilomètres carrés de zones économiques exclusives avec nos départements et territoires d'outre-mer. Donc on est une puissance maritime, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais aussi on est une puissance continentale, comme l'Allemagne, la Russie. Donc pour De Gaulle et pour les gaullistes, c'est que la France doit être un trait d'union entre l'Ouest et l'Est, ne doit pas être ni aligné à l'Ouest, ni aligné à l'Est. Et donc, De Gaulle, dès qu'il a eu la force les premiers Mirage 4 avec les premières armes nucléaires, s'est retiré de l'organisation militaire intégrée pour être indépendant. Celui qui a fait la première rupture de ce truc, c'est Sarkozy. Voyez-vous l'Europe être reléguée à un second ou un lointain troisième plan? Ou comment cela change-t-il, je suppose, le partenariat transatlantique? Est-il toujours préservé, peut-être, mais de manière plus pragmatique? Je ne suis pas sûr. Comment voyez-vous cela? Eh bien, le partenariat transatlantique va devoir changer de manière profonde pour s'adapter à certains changements dans le monde qui comptent beaucoup. D'une part, si l'on parle d'un ordre mondial multipolaire, l'Europe va devoir être l'un de ces pôles. Elle doit être l'une de ces puissances, parce que les États-Unis, à eux seuls, ne peuvent pas servir de contrepoids suffisant à la fois à la puissance russe et chinoise. Nous manquons simplement de la capacité et de la concentration nécessaires pour pouvoir le faire. Dans une large mesure, les États-Unis ont poursuivi des politiques de double hostilité envers la Chine et la Russie, de manière à les pousser à coopérer dans le domaine de la sécurité, beaucoup plus étroitement que je ne pense qu'ils l'auraient fait dans des conditions plus normales. Donc, cela va devoir changer. Mais l'Europe va devoir intensifier ses efforts de plusieurs manières. Elle a négligé le secteur de la défense. Elle a essentiellement externalisé sa sécurité aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Et cela a été une assez bonne affaire pour les Européens. Ils ont pu se concentrer sur la promotion d'un niveau de vie élevé pour leur population. Ils n'ont pas dépensé beaucoup pour la défense. Et ils étaient satisfaits de savoir que les États-Unis les soutenaient. Et ils pouvaient se permettre de faire tout cela. Mais les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'être le sous-traitant de la sécurité de l'Europe. Alors, pour moi, je pense que ce que Rubio a fait et que Trump a repris le lendemain, c'est de dire, bon les gars, vous nous cassez les pieds, je vais être poli, vous mettez de l'huile sur le feu alors que ça fait 3 mois qu'on essaye de tout démêler et que grosso modo, on a tout démêlé, comme tu viens de le rappeler, entre Witkoff et Poutine et puis aussi entre Lavrov et Rubio à Jeddah. Donc, arrêtez de nous casser les pieds parce que sinon, nous, on se barre. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la logique du clébard, c'est que nous sommes, le trouble là, c'est les chiens que tu attaches quand tu pars en vacances et que tu es un salaud, tu vois. Hein, tu les laisses attacher à un arbre et ils pleurent parce que tu t'en vas. Hein, et donc là, le trouble, il est dans cette situation-là parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, c'est toujours l'Amérique qui commande ici, c'est qu'on le regrette ou pas. Moi, personnellement, hier, il y a quelqu'un qui n'a pas compris mon propos sur veille stratégique. En l'occurrence, en l'état aujourd'hui, je me satisfais que les Américains nous donnent des beignes et nous disent c'est comme ça que ça doit se passer, parce que c'est pour la paix du monde. Hein, c'est pas parce que j'aime profondément les États-Unis, c'est parce que c'est pour la paix du monde, c'est pour que le massacre cesse. Donc oui, je suis favorable au fait que les Américains soient aux commandes aujourd'hui avec les gens qu'ils ont sur le devant de la scène pour mettre un terme à cette horreur. Et je ne pense pas que quelqu'un de bien dans sa tête va le regretter.
Donc Rubio, parce qu'une fois encore, n'oublions pas qu'on est avec les Yankees, les Cowboys et compagnie, les gars, ils font de la com comme leur patron. Hein. Trump, il arrive, c'est le chien, c'est l'éléphant chez le vendeur de porcelaine, il pète tout, et puis après il dit, ouais, bon allez viens, on va se rabibocher. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Cher Vincent, une question ce matin. Combien de temps va encore tenir le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth? Depuis sa nomination, il aurait plongé le Pentagone dans le chaos. Donald Trump le défend, mais le feu des critiques redouble. Ouais, vous savez bien, Jacques, les journalistes ont des privilèges, et l'un des moins douteux, c'est de savoir que le pape est mort 3 minutes avant tout le monde, et d'en informer leurs auditeurs, leurs lecteurs, ou bien leurs proches. Et c'est le coup de fil, tu devineras jamais. Les confrères du New York Times et de CNN accusent Pete Hegseth, qui a travaillé à Fox News, d'avoir gardé ce réflexe et d'avoir tenu ses intimes au courant du raid mené au Yémen contre les dirigeants houthis. Le secrétaire à la Défense aurait informé une dizaine de personnes des horaires de vol des bombardiers, notamment son frère, son avocat, qu'il a fait engager au Pentagone, sa troisième épouse aussi, une ancienne de Fox News qui travaille avec lui désormais, et tout ça à partir de son téléphone personnel, via la messagerie Signal, au mépris total de toutes les règles. C'est le deuxième Signal Gate. Le premier révélait une faille de sécurité avec la présence d'un rédacteur en chef de The Atlantic dans la boucle Signal montée pour l'opération. Le deuxième Signal Gate révèle plutôt une faille de personnalité, c'est du moins ce que disent les médias américains, de Pete Hegseth, avec cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Mais Donald Trump ne lâche pas son secrétaire à la Défense. Ouais, il l'a pas viré comme il sait faire, pas encore. Dans les jardins de la Maison-Blanche dimanche, il menait une chasse aux œufs, il a refusé la chasse à l'homme. Il l'a défendu en disant qu'il l'avait nommé pour faire le ménage au Pentagone, ce qui lui valait beaucoup d'ennemis. Et c'est totalement vrai. Parmi les ennemis, il y a les 3 membres de son cabinet, soupçonnés d'être à l'origine de fuites et qui protestent avec véhémence. Il y a aussi un porte-parole viré au bout d'un mois qui se venge et décrit un chaos total au sein du Pentagone. C'est vrai, mais Pete Hegseth a aussi été choisi pour ça, pour dégraisser le super mammouth, 750 000 civils, 2 millions de militaires, et le purger de l'idéologie équité, diversité, inclusion. Il pense que la promotion d'officiers qui ont pour seul mérite d'être des femmes, des homosexuels ou des noirs nuit au moral des troupes, et il a ainsi décapité l'état-major. Il a un budget de 850 milliards de dollars à gérer. Alors Pete Hegseth n'est pas seulement un Trumpiste de la première heure avec des tatouages. Avant de pantoufler à Fox News, il a fait Princeton et Harvard, il a été analyste de marché, il a aussi l'expérience du combat, il a servi comme chef de peloton à Bagdad et à Samara, il a été instructeur à Kaboul, il a fini major, décoré pour son courage. Ça ne suffit pas pour négocier avec les marchands d'armes, évidemment, mais c'est le vétéran que cherchait Donald Trump pour tenir tête aux généraux. Pete Hegseth est l'un de ces capitaines écœurés par les galonnés qui ont perdu la guerre en Irak comme en Afghanistan et qui ont affaibli l'armée en laissant l'idéologie woke s'imposer. Son sort semble pourtant scellé. Le Sénat avait traîné les pieds pour ratifier sa nomination, ressortant tout le linge sale sur le fanfaron, l'alcool, la drogue, les scandales sexuels. Les démocrates sont maintenant décidés à avoir sa peau. La question est de savoir désormais lequel d'Elon Musk ou de Pete Hegseth va quitter le premier le navire. Nous devons établir des priorités dans un monde où non seulement nous faisons face à plus de rivaux, mais où l'économie des États-Unis elle-même ne peut plus soutenir l'unipolarité. Il ne peut plus soutenir un monde dans lequel nous tentons de promouvoir la primauté américaine pour servir de gendarme du monde, pour ainsi dire. Et donc l'Europe va devoir prendre le relais. Maintenant, une partie de cela, bien sûr, concerne les relations commerciales. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis se sont retrouvés de loin comme le fabricant industriel le plus capable et le plus puissant du monde. Cela a été en partie dû au succès de l'Amérique dans l'industrialisation, mais en partie parce que nous étions plus ou moins le dernier pays encore debout après la Seconde Guerre mondiale. Mais dans des circonstances comme celle-ci, les États-Unis avaient un intérêt national à pouvoir exporter leurs produits manufacturés. Il avait donc un intérêt
pour des barrières commerciales faibles. Mais avec le temps, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont perdu leur capacité de fabrication. La Chine est devenue de loin la puissance manufacturière la plus puissante du monde. L'économie des États-Unis a changé. Elle s'est beaucoup plus concentrée sur la finance, les services et les technologies de l'information spécialisée. Mais cela a vidé notre classe moyenne. Cela a vidé notre classe ouvrière. Nous sommes devenus de plus en plus incapables de fabriquer des choses comme des navires et même des armes. Réelle volonté d'apaisement ou changement d'avis dicté par les marchés, il est bien difficile de suivre le raisonnement de Donald Trump. Alors qu'il qualifiait encore lundi le patron de la Fed, Jerome Powell, d'immense loser, faisant craindre un licenciement imminent, voilà que le président américain fait volte-face. Non, absolument pas. La presse s'emballe. Non, je n'ai pas l'intention de le licencier. J'aimerais le voir se montrer un peu plus actif dans sa démarche de baisser les taux d'intérêt. C'est le moment idéal pour le faire. Après un plongeon à Wall Street où le dollar est tombé lundi à son plus bas niveau depuis 3 ans, cette prise de parole a quelque peu calmé les marchés. Soulagés, ils le sont aussi depuis que Donald Trump a montré un certain adoucissement envers la Chine et parlé ce mardi d'une baisse substantielle des taxes imposées sur les produits en provenance de Pékin, qui atteignent aujourd'hui 145%. Nous serons très gentils. Ils seront très gentils et nous verrons ce qui se passera. Mais en fin de compte, ils devront conclure un accord, faute de quoi ils ne pourront pas traiter avec les États-Unis. Mais loin de vouloir calmer le jeu avec l'administration Trump, la Chine a, elle, appelé mardi le Royaume-Uni et l'Union européenne à défendre le commerce mondial face à l'offensive américaine. Et ce mercredi, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les droits de douane nuisent au commerce international. La Chine et l'Union européenne devraient assumer des responsabilités internationales, défendre d'un commun accord le système de commerce multilatéral et travailler ensemble pour construire une économie mondiale ouverte. Les revirements de l'administration Trump et les incertitudes persistantes pèsent déjà lourd sur l'économie américaine. Le FMI prévoit que l'économie des États-Unis progresse d'1,8% cette année, soit 0,9 points de moins que sa précédente estimation de janvier. Le week-end de Pâques, une occasion peut-être de ressourcement spirituel pour le président Trump qui est revenu au bureau hier matin dans de toutes nouvelles dispositions. Oui, est-ce que c'est donc un ressourcement spirituel ou c'est peut-être la tenue des marchés financiers? C'est possible. Il a dit de nombreuses fois que la bourse, par exemple, ne l'intéressait pas et qu'il n'allait pas regarder ce qui s'y passait pour juger de la pertinence de ses politiques. Et je peux croire que c'était partiellement vrai. On a vu que le marché obligataire, c'est pas la bourse. Et ça peut faire plus mal parce que c'est les intérêts qu'à terme paient les Américains, le gouvernement, pour sa dette monumentale. Et il y avait un bras de fer. Lundi, quand on s'est parlé, on a été beaucoup occupé, évidemment, par la mort de François, le pape. J'aurais voulu qu'on parle de Jerome Powell et du président parce qu'il est revenu là-dessus hier. Il y avait quelque chose qui se dessinait comme un bras de fer entre le patron de la Fed, l'équivalent de la Banque du Canada aux États-Unis, sinon que la Réserve fédérale chez les Américains, ça compte pour les Américains, mais ça compte pour la planète entière et pour l'ensemble des marchés financiers, parce que c'est eux qui donnent le là. C'est eux aussi qui assurent depuis toujours la stabilité du dollar, qui est une valeur de refuge traditionnelle. Ce n'est pas le cas depuis 3 semaines, on en a parlé. En général, quand les bourses dévissent, on achète des obligations américaines, on se dit on parque notre argent en sécurité. Les investisseurs, dans les tempêtes boursières des dernières semaines, n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt acheté de l'or, parce que le dollar américain, on n'a pas vraiment confiance ou on a moins confiance. Et un des facteurs qui venait miner cette confiance, c'était les relations très difficiles entre le patron de cette banque centrale, Jerome Powell, et le président Trump, patron qu'il a d'ailleurs nommé dans son premier mandat. Mais ça fait des semaines qu'il dit il n'en fait pas assez, devrait réduire les taux d'intérêt, rendre le crédit plus facile. Je comprends. Mais je pense que le président est doublement frustré parce que Powell ne fait pas ce qu'il souhaiterait, ce que tu viens de dire, baisser les taux d'intérêt. Mais de surcroît, Powell explique son refus de baisser les taux d'intérêt à ce moment-ci, ce qui était prévu, là. Il devait baisser les taux d'intérêt en 2025. Il explique donc son changement de cap en mettant le blâme sur Trump, en disant, ben là, avec les tarifs, c'est inflationniste. Donc Trump, sans jamais le nommer. Non, sans jamais le nommer. Mais tu sais, quand même, donc pour Trump, non seulement le gars fait pas ce qu'il veut, mais en plus, il met ça sur le dos à lui.
Oui, parce que le job du patron de la Fed, c'est deux choses. C'est de s'assurer que l'inflation ne soit pas galopante, puis s'assurer que le chômage ne parte pas à la hausse. En général, quand le chômage part à la hausse et que tu as une récession, tu baisses les taux d'intérêt pour ajouter du gaz. Et quand il y a trop de surchauffe, ben tu montes les taux d'intérêt. C'est ce qu'on a connu pour éviter l'inflation. En ce moment, il est dans une position très difficile parce qu'il y a peut-être une récession à l'horizon. Puis on voit un petit essoufflement. Je dis bien petit. Pour l'instant, rien n'est confirmé. Mais il y a aussi une possibilité d'inflation avec les fameux tarifs douaniers de Donald Trump et ça le fatigue souverainement le président. Il voulait congédier, en fait, il n'a jamais dit qu'il allait le faire. Là-dessus, il faut lui donner raison. Il n'a jamais annoncé qu'il allait. Mais quand tu traites le patron de la Fed de loser, ce qu'il a fait lundi, et que tu reviens presque tous les jours en disant il est en retard, il va être en retard, en retard sur la baisse des taux d'intérêt. Quand tu dis que c'était ce qui était prévu, les marchés l'avaient escompté, puis on pensait, comme la Banque du Canada, que la Banque centrale aux États-Unis ferait la même chose. C'est pas arrivé. Puis c'est vrai qu'historiquement, la Réserve fédérale, avec ou sans Trump, a souvent été comme la cavalerie dans Lucky Luke. Ils arrivent après la bataille. Ils ont raté beaucoup de rendez-vous. Le dernier en date, c'était évidemment quand M. Powell lui-même disait que l'inflation en 2021, c'est un phénomène transitoire. On est tous capables aujourd'hui de constater que ça n'a pas été transitoire, ça a fait mal, mais beaucoup à nos portefeuilles. Et s'il l'avait attaqué dès le début, peut-être que l'inflation aurait monté moins haut, aurait causé moins de dommages. Exact. Donc, il faut pas penser que la Fed est une institution au-dessus de tout soupçon. Loin s'en faut. Et particulièrement en matière de conflit d'intérêts, mais c'est une autre conversation qu'on aura peut-être un jour. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on voit qu'au lendemain ou quelques heures après que le FMI, d'abord, ait constaté l'évidence, la croissance économique mondiale va être moindre ou devrait être moindre si les droits douaniers sont appliqués, 0,5% sur l'ensemble du commerce mondial. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même marqué. Mais une des principales victimes de cette décroissance ou de ce ralentissement, c'est les États-Unis. Le FMI dit que l'activité économique va être en réduction de 0,9%. Alors, hier, comme par hasard, alors que le FMI, à côté de la Maison-Blanche, discute de toutes ces choses et que on constate que les déclarations sur la Réserve fédérale ont fragilisé les marchés. Le président sort en disant, ben, savez-vous, peut-être que je vais garder le patron de la Fed. J'ai jamais annoncé que j'allais m'en débarrasser. Puis je vais aller jusqu'au bout de son mandat en mai de l'année prochaine. Ça a calmé, mais dangereusement, les marchés. On l'a vu ce matin en Asie, puis ça risque d'être vrai dans quelques heures. Et surtout, la guerre avec la Chine, il faut la désescalade. Ça a été d'abord le secrétaire au Trésor qui l'a annoncé. Trump l'a à peu près confirmé derrière. Alors, est-ce que c'est une concession? Est-ce qu'il vient d'ouvrir le jeu? Les Chinois, ce matin, ont dit, les portes à la négociation sont grandes ouvertes. Mais le fameux premier pas, l'impression que c'est quand même... On se demandait qui allait céder et faire le premier pas, là. C'est comme un couple en chicane, là. Qui va appeler l'autre le premier? On a l'impression que c'est les États-Unis qui ont fait le premier pas, là. Ils n'ont pas levé le téléphone, mais en tout cas, il y a des signaux de fumée qui sont sortis derrière la Maison-Blanche. Je sais pas qui a allumé le feu. Probablement M. Bessent, le secrétaire au Trésor. J'aime pas dire qui est parce qu'on a employé cette expression qui, quant à moi, est nauséabonde, des adultes dans la pièce. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui connaît dangereusement les marchés, comme Trump du reste, mais qui est peut-être celui qui est aux côtés du président en ce moment. On n'est pas la souris pour entendre toutes les conversations, mais à l'occasion, lui dit... savez-vous, Monsieur le Président, il y a des choses qu'on devrait éviter de faire. Et là, peut-être, c'est d'en rajouter dans le conflit avec la Chine, conflit commercial. Et ils ont envoyé un signal très clair. Les Chinois ont répondu du tac au tac ce matin. This war in Syria did not come from Assad's repression. It did not come from Assad's dictatorship. This war came from a presidential order by Obama to overthrow Assad, starting in the spring of 2011. We have a name for this program. It was Operation Timber Sycamore. The United States, together with other countries in this region, trained fighters, especially jihadists, including the ones that just took power, to overthrow the regime. This created chaos. 600,000 dead in Syria in a war that has gone on for 14 years. The outcome of this war is what the CIA wanted back in 2011, which is that a jihad group would take power in Syria
after being armed by the United States. The reason I want to be clear about this is that we will not have peace in this region until we have public diplomacy that is based on real diplomacy, not on CIA operations. And we will not have peace until Israel stops its militarization of the entire Middle East. Because the Syrian war is just one of 6 wars that Israel has promoted, including in Lebanon, Iraq, Syria, Libya, Somalia, and Sudan. We had the list, actually, from Wesley Clark back in 2001, when he was handed a paper in the Pentagon that the goal was 7 wars in 5 years. The only war that hasn't taken place yet, to Netanyahu's great consternation, is the US war with Iran, which Israel is still trying to instigate to this very day. So the Syrian war is part of a regional tragedy. We have tragedy in Gaza, the West Bank, Lebanon, Syria, Iraq, Sudan, South Sudan, and Libya that I put at the hands of the United States government and its ally Israel, because none of these wars had to happen. These were all wars of choice. They were all wars that came from the idea of regime change operations, that the United States would determine which regimes operate in which countries. We'll never have peace in this region if outside imperial powers like the United States are dictating the terms to this region. The only way to have peace in this region is if this region is determining its own future, not outside powers. And Israel could never do these wars on its own. These are American wars. America provides the financing, it provides the military backup, it provides the naval support, it provides the intelligence operations, it provides the munitions. Israel couldn't fight for 1 day without the United States backing. Israel could not be committing a genocide in Gaza without the United States' full operational complicity. I don't mean political complicity, I mean direct, daily operational complicity. This has to end. This region has been divided for 100 years, first by the British Empire and then by the American Empire. And this is going on until today. We have a genocide going on right next door. Till today, till this morning. People being wantonly killed, brazenly killed, because the United States is providing the means for this. Vous savez, la France et l'Algérie sont comme un vieux couple. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à se disputer. Ils ne se séparent pas d'ailleurs, vous avez remarqué. C'est-à-dire qu'il y a des montées de fièvre et puis ensuite il y a des réconciliations parce que les intérêts réciproques sont tellement importants. Bon, cela dit, effectivement, je crois que du côté algérien au moins, l'idée d'une crise avec la France est une ressource politique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un gouvernement algérien décide de taper sur la table contre la France, quel qu'en soit le motif d'ailleurs, hein, on en reparlera, on a l'impression qu'il recherche une espèce de supplément de légitimité. Bon, ce n'est pas le cas du côté français. Hein. C'est-à-dire, pas le cas du côté français, ne veut pas jouer l'escalade? Non, c'est pas ça, c'est que, si vous voulez, 62, quand se fait la fin de la guerre d'Algérie, c'était été une période très douloureuse, etc., avec tous les massacres et tout ce qu'on peut imaginer. Pour l'Algérie, c'est un fait constitutif, c'est-à-dire c'est la date de naissance de la République algérienne. Pour la France, De Gaulle, à ce moment-là, décide que c'est la construction de l'Europe qui devient la priorité. C'est-à-dire que non seulement la France n'a plus envie de parler de la guerre d'Algérie, n'oubliez pas que le contingent y était allé quand même, hein, et puis que, si vous voulez, la nouvelle perspective de la France, c'est la construction de l'Europe, la réconciliation franco-allemande, etc. Donc, si vous voulez, on détourne le regard. Et ça, ce décalage-là, si vous voulez, fait que ça n'est pas une ressource que de ressortir une crise d'Algérie et avec l'Algérie. Il y a beaucoup de faits, si vous voulez, dans la construction de l'Europe qui vont poser des difficultés, l'adhésion de la Grande-Bretagne, tout ce qu'on veut, mais on n'est plus du tout tourné vers l'Algérie. Notre modèle économique est grevé depuis 13 ans.
par un dispositif qui n'est pas exactement une aide d'État, c'est à vrai dire exactement l'inverse, puisque nous sommes contraints de vendre de facto les 2/3 de notre production nucléaire en dessous de son coût de production, le reste étant vendu à des conditions de marché, et ce dispositif prendra fin à la fin de l'année 2025. Dans cet environnement, nous avons poursuivi des investissements massifs qui sont destinés à assurer la pérennité de notre mission auprès des Français. Et ceci touche tous les domaines d'activité du groupe en France, et évidemment une exposition à l'étranger qui est celle qui est nécessaire pour assurer la performance de notre activité en France. En France, cela se matérialise notamment par des investissements qui vont bientôt atteindre 25 milliards d'euros par an, dont les grands postes sont le grand carénage de l'activité nucléaire, qui représente près de 6 milliards d'euros par an, la maintenance du parc hydroélectrique, dont j'espère qu'il sera bientôt libéré des contraintes juridiques qui l'affectent aujourd'hui pour pouvoir réinvestir en capacité, qui représente plusieurs centaines de millions d'euros par an, le développement du réseau, qui représente 5 milliards d'euros par an, du réseau de distribution de notre filiale Enedis, et enfin, évidemment, de premiers investissements pour le nouveau nucléaire France, maintenant que Flamanville est raccordé au réseau. Et l'a été à nouveau le samedi de Pâques, après des travaux de maintenance et d'ajustement qui étaient nécessaires pour sa montée en puissance. Réunion en Grande-Bretagne pour l'Ukraine, où rien va se passer si ce n'est des annonces vides encore et plusieurs milliards pour Zelensky. Sans doute, Macron est un peu déçu de ne pas pouvoir y assister, mais bon, que voulez-vous, il est dans les îles avec Brigitte, qui zouk, qui danse merveilleusement bien, comme on l'a montré hier. On va commencer d'ailleurs avec cet incroyable Emmanuel Macron qui sait tellement faire le lien avec les populations locales, les enfants. Il a perdu à Shifumi. Alors là, c'est au-delà de la presse de cour, c'est la presse People, c'est encore pire. C'est Grazia qui nous explique que Brigitte Macron éblouit Mayotte avec un tailleur beige chic et élégant, rien moins que ça. Brigitte Macron, 72 ans, radieuse dans un ensemble tailleur beige, elle laisse entrevoir un décolleté plongeant. On va enlever ça, il y a des enfants. Voilà. Non mais, éblouit Mayotte. Pourquoi Grazia, pourquoi vous faites ça, Grazia? Qu'est-ce que vous y gagnez à faire ça, franchement? Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.